Bonsoir, braves gens, et bienvenue dans FX Histoire. Ce soir, dans FX Histoire, je vais vous lire Le visiteur venu des étoiles, une nouvelle de Robert Bloch, traduite par Claude Bolland-Maskens. Aucune idée de si ça se prononce comme ça. Chapitre 1. Je suis ce que je prétends être, un écrivain fantastique. Tout enfant déjà, je fus captivé et fasciné par ce pouvoir occulte de l'inconnu, de l'irréel. Depuis toujours, craintes indicibles, rêves absurdes, chimères étranges et semi-intuitives qui hantent nos esprits ont exercé sur ma personne un charme puissant et inexplicable. En littérature, j'ai accompagné Poe le long des sombres chemins de la nuit, et je me suis faufilé avec Machen aux enfers. Baudelaire m'a conduit au domaine des astres horrifiques, et je me suis repu de la démence interne de la terre en compagnie des contes ancestraux. Mon maigre talent pour le croquis et le dessin me poussa à visualiser grossièrement les hôtes insolites de mes rêveries. Cette même tendance triste qui me poussait à dessiner provoqua en moi un grand intérêt pour les royaumes obscurs de la composition musicale. Ma préférence allait aux accords passionnés de la planète Suite et aux autres œuvres de la même veine. Ma vie intérieure devint alors une fête étrange aux horreurs surnaturelles et torturantes. Quant à mes activités extérieures, elles étaient plutôt monotones. Au fil du temps, je sombrais de plus en plus dans une vie mesquine de reclus, une existence tranquille et philosophique au sein d'un monde peuplé de livres et de rêves. Mais l'homme doit subsister. Le corps et l'esprit peu aptes au travail manuel, j'éprouvais quelque embarras dans le choix d'une vocation appropriée. L'état de dépression dans lequel je me trouvais amena les choses à un point presque intolérable. Et pendant toute une période, je frôlais la catastrophe financière. C'est alors que je décidai d'écrire.
je me procurais une machine à écrire délabrée, une rame de papier bon marché et quelques carbones. Je n'éprouvais pas de problème quant au choix du thème. Existe-t-il meilleur terrain que les royaumes infinis d'une imagination débridée? Mes histoires parleraient d'horreur, d'épouvante et de cette énigme qu'est la mort. C'était du moins l'intention du jeune homme peu expérimenté que j'étais. Mes premières tentatives se soldèrent hélas par un échec. Ces lamentables essais n'atteignirent pas le but tant recherché. Couchés sur papier, mes rêves les plus vivaces se résumaient en un fouillis incohérent d'adjectifs maladroits. Pas moyen de trouver les mots capables de dépeindre les merveilleuses terreurs de l'inconnu. Pitoyables, mes premiers manuscrits ne faisaient pas le poids. Les quelques revues susceptibles de les publier me les avaient simplement renvoyés, avec une fin de non-recevoir. Je devais pourtant vivre. Lentement, mais sûrement, je commençais à ajuster mon style à mes idées. Avec persévérance, je parvins à maîtriser mots, locutions et procédés syntaxiques. Ce fut un rude labeur. J'appris vite ce qu'était l'effort. Un jour, une de mes histoires fut enfin acceptée, puis une seconde, une troisième, une quatrième. J'eus au fait de posséder les ficelles du métier. L'avenir s'ouvrait devant moi. Ce fut l'esprit détendu que je me replongeais dans mes songes éveillés et mes bouquins adorés. Mes nouvelles m'assuraient un revenu assez maigre, suffisant cependant momentanément à ma subsistance. Mais cela ne dura pas. L'ambition, cette éternelle illusion, fut la cause de ma ruine. Je désirais écrire une vraie histoire, pas ce genre de contes stéréotypés et éphémères que je fabriquais sur commande pour les périodiques, mais un véritable travail d'art. La création d'un tel chef-d'œuvre devint mon idéal. Je n'étais certes pas un bon écrivain, mais cela n'était pas uniquement dû à mes erreurs de style. La raison provenait, je le sentais, du thème choisi. Vampires, loups-garous, ghouls, monstres mythologiques constituaient des sujets de peu de mérite.
Des images banales ainsi qu'un emploi courant d'adjectifs pris d'un point de vue prosaïquement anthropocentrique puisaient à la composition d'un véritable conte fantastique. Il me fallait une nouvelle matière, un sujet d'intrigue inattendu. Si seulement je pouvais imaginer quelque chose d'incroyable au point de vue tératologique. J'aurais voulu apprendre les chants que sifflent les démons lorsqu'ils planent entre les étoiles, ou entendre les voix des dieux de jadis chuchoter leurs secrets à l'écho des espaces. Je brûlais de connaître les terreurs de la tombe, le baiser des vers sur ma langue, la froide caresse d'un linceul pourrissant sur mon corps. J'avais soif de la connaissance gisant au fond des orbites momifiées et j'enviais la sagesse des vers de terre. J'aurais alors réellement pu écrire. Alors seulement, mes espoirs auraient été vraiment réalisés. J'entrepris de sérieuses recherches. Je me mis à correspondre à travers tout le pays avec des penseurs et des rêveurs isolés. Parmi eux se trouvait un ermite habitant les collines de l'Ouest, un savant des étendues sauvages du Nord, un rêveur mystique de la Nouvelle-Angleterre. Par ce dernier, j'appris l'existence de livres anciens, détenant d'étranges savoirs. Il me cita, prudemment, quelques passages du Necronomicon et parla avec réserve d'un certain livre d'Eibon qui, disait-on, surpassait le premier ouvrage par la violence extrême de ses outrages. Lui-même avait entrepris l'étude de ces volumes, inspirant la terreur, et il essayait de m'en écarter. Enfant, il avait entendu d'étranges choses dans Arkham hanté par les sorcières, là où rampent et dansent les ombres. Depuis lors, il avait sagement évité toute connaissance plus approfondie de l'interdit. À la longue, à force de persuasion, il consentit, à contre-cœur, à me fournir les noms de certaines personnes qu'il estimait capables de m'aider dans mes recherches. Écrivain d'un lustre notoire et jouissant d'une large réputation, il portait, je le savais, le plus vif intérêt à l'issue de toute cette affaire. Aussitôt en possession de sa précieuse liste, j'entamai un important courrier
en vue d'accéder au volume convoité. Mes lettres s'adressaient à des universités, à des bibliothèques privées, à des chercheurs célèbres, ainsi qu'à des ministres de culte secrètement célébrés et aux noms obscurs. Mais j'étais condamné à être déçu. Les réponses que je reçus étaient absolument inamicales, voire hostiles. Il était évident que les détenteurs présumés de tels savoirs s'inquiétaient à l'idée de dévoiler leurs secrets à quelques profanes trop curieux. Je fus ensuite la cible de plusieurs lettres anonymes et reçus même un coup de téléphone des plus alarmants. Mais je préférais encore être l'objet de telles menaces que de constater l'échec de mes tentatives. Démentis, dérobades, refus, menaces. Cela ne m'apportait aucune aide. Il me fallait chercher ailleurs. Les bouquinistes. Peut-être découvrirais-je sur quelques rayons moisis et oubliés l'objet de mes recherches. Commença alors une immense quête. J'appris à supporter sans broncher mes nombreuses désillusions. Dans les librairies habituelles, personne ne semblait avoir jamais entendu parler de l'effroyable Necronomicon, du diabolique livre d'Eibon ou de l'angoissant culte des ghouls. La persévérance est, paraît-il, toujours récompensée. C'est dans une petite boutique de South Debom Street, parmi des rayons apparemment oubliés par le temps, mais pas par la poussière, que mes recherches prirent fin. Là, fermement coincé entre deux éditions centenaires de Shakespeare, se trouvait un imposant volume noir relié de fer. Une main y avait gravé en toutes lettres De Vermis Mysteris ou Mystère du ver. Le libraire était incapable de se souvenir par quel hasard ce livre avait abouti chez lui. Peut-être des années auparavant avait-il été vendu avec un lot de bouquins. De toute évidence, l'homme ignorait la nature de l'ouvrage et sa valeur, car je l'achetais pour $1. Il me l'emballa, ravi de cette vente inattendue, et me salua d'un bonjour satisfait. Je partis en hâte, mon précieux butin sous le bras. Quelle découverte! J'avais déjà entendu parler de ce livre. L'auteur en était Ludwig Prien, mort sur le bûcher de l'Inquisition à Bruxelles, à l'époque où les procès de sorcellerie se succédaient sans discontinuer. Personnage étrange, alchimiste, nécromancien, mage renommé, il tomba entre les mains du pouvoir séculier qui l'immola par le feu
alors même qu'il se targuait d'avoir atteint un âge miraculeux. On rapportait qu'il avait proclamé être le seul survivant de la 9e croisade, exhibant pour preuve quelques documents en décomposition. Il est incontestable qu'un certain Ludwig Prien est cité dans les chroniques de l'époque parmi les jeunes gens employés à Montserrat. Les incrédules brûlèrent néanmoins Ludwig, l'accusant d'être un imposteur au cerveau fêlé, même s'il était un descendant direct du fameux guerrier. Ludwig attribuait sa science de la sorcellerie aux longues années qu'il avait passées parmi les magiciens et les thaumaturges de Syrie. En outre, il parlait volontiers de ses rencontres avec les djinns et les effrites du mythe oriental d'antan. Il avait, paraît-il, passé quelque temps en Égypte. Or, les légendes des derviches libyens rapportent encore les faits et gestes d'un prophète installé à Alexandrie. En tout cas, il revint passer la fin de sa vie dans le plat pays de Flandre, où il était né. Il y vécut conformément à son passé, dans les ruines d'une tombe pré-romaine, située dans les bois environnant Bruxelles. Le bruit courut qu'il s'y était installé, entouré de conjurations familières, redoutablement invoquées. Des manuscrits conservés jusqu'à nos jours prétendent prudemment qu'il recevait la visite de compagnons invisibles et de serviteurs célestes. Les paysans se gardaient de traverser la forêt la nuit. Ils avaient peur de certains bruits qui résonnaient les soirs de pleine lune, et ils ne désiraient certainement pas savoir quel dieu on adorait sur les vieux autels païens dont les ruines se dressaient au creux d'un vallon obscur. Après son arrestation par les membres de l'Inquisition, on ne revit jamais ces créatures auxquelles commandait Prien. Au cours de recherches, des soldats trouvèrent la tombe absolument vide, bien qu'elle fût complètement fouillée avant d'être détruite. Entité surnaturelle, instruments et préparations magiques. Tout avait fort curieusement disparu. L'exploration des bois hostiles ainsi qu'un examen prudent des étranges hôtels n'apportèrent aucun éclaircissement. Si l'on trouva des taches fraîches de sang sur les pierres des autels, il en coula également sur le chevalet de torture avant la fin de l'interrogatoire de Prien. Les supplices particulièrement atroces auxquels il fut soumis n'arrachèrent pas la moindre révélation des lèvres muettes du sorcier. Lassés, les interrogateurs finirent par l'abandonner à son sort, et le vieux magicien fut relégué au fond d'un cachot. C'est en prison, en attendant d'être jugé, qu'il composa les lignes morbides
du De Vermis Mysteris, cet ouvrage aux horreurs à peine voilées, connu de nos jours sous le nom de Mystère du Ver. Comment l'œuvre parvint-elle à franchir les murs épais et vaillamment gardés de cette prison ? Ce mystère n'a jamais été élucidé. Toujours est-il que, 1 an après la mort de son auteur, on l'imprima à Cologne. Elle fut aussitôt interdite, mais quelques exemplaires avaient déjà été diffusés. Ceux-ci furent à leur tour transcrits et, bien qu'une édition censurée et corrigée ait été imprimée par la suite, seule la version originale, en latin, passe pour authentique. Au cours des siècles, quelques rares élus ont pu lire et méditer la science contenue dans ces pages. Les secrets du vieil archimage ne sont connus de nos jours que des initiés, lesquels découragent pour des raisons bien précises toute tentative d'étendre leur renommée. Voilà, en bref, ce que je savais de l'histoire du volume, le jour où il tomba entre mes mains. En tant que pièce de collection, ce livre constituait déjà en soi une découverte phénoménale. Quant à son contenu, il m'était impossible d'y porter le moindre jugement. Le texte était en latin. Comme je ne peux parler ou traduire que quelques mots de cette langue savante, je me heurtais à un obstacle dès les premières pages poussiéreuses. Quoi de plus mortifiant que de posséder un trésor si riche en connaissances obscures, sans en détenir la clé? Pendant un moment, je fus pris de désespoir. En effet, il était hors de question de montrer un texte aussi hideux et blasphématoire à un humaniste de la région. J'eus alors une idée. Pourquoi ne pas partir vers l'Est chez mon ami pour lui demander son aide ? C'était un étudiant en philosophie classique, et il y avait peu de chance pour qu'il fût choqué par l'horreur des sinistres révélations de Prynne. Je lui écrivis donc en toute hâte et reçus sa réponse sans tarder. Il serait ravi de me rendre service. Je devais le rejoindre sur le champ. Chapitre 2. Providence est une ville adorable. La maison qui habitait mon ami était ancienne, d'un style
géorgien baroque. Le rez-de-chaussée était un joyau d'atmosphère coloniale. Au premier étage, d'antiques pignons jetaient leur ombre sur l'immense baie vitrée de la pièce où travaillait mon hôte. C'est ici que, plongés dans de profondes réflexions, nous passâmes cette nuit sinistre du mois d'avril dernier. Ici, à côté de la fenêtre ouverte qui surplombait la mer d'azur. C'était une nuit sans lune, une de ces nuits blafardes et tristes où l'épais brouillard remplit l'obscurité d'ombres fantomatiques. Je revois encore la scène. La pièce étroite baignée de lumière, avec sa grande table entourée de sièges aux dossiers, les rayons de livres couvrant les murs, les manuscrits rangés par piles. Nous étions tous deux assis à la table, le mystérieux volume devant nous. Le profil décharné du jeune homme jetait une ombre inquiétante sur le mur, et son visage cireux se dérobait à la lumière pâle. L'air semblait chargé de révélations prodigieuses, inquiétantes même, par leur puissance. Je sentais la présence de secrets attendant d'être dévoilés. Mon compagnon l'a ressenti également. De longues années d'expériences occultes avaient affiné son intuition à un degré presque alarmant. Ce n'était pas le froid qui le faisait trembler lorsqu'il s'assit. Ce n'était pas la fièvre qui allumait ses yeux comme des joyaux aux mille feux. Avant même d'ouvrir le volume maudit, il savait que c'était le mal. L'odeur de moisi qui émanait des pages se mêlait à la puanteur âcre de la tombe. Les tranches des pages jaunies étaient piquées par les vers, et des rats avaient rongé le cuir. Des rats qui, par chance, avaient profité d'une nourriture encore plus horrible pour le même prix. Au cours de l'après-midi, j'avais raconté à mon ami l'histoire du volume et l'avais déballé en sa présence. J'ai ensuite l'impression qu'il tenait à en commencer immédiatement la traduction. Mais, à présent, il hésitait. Ce n'était pas sage, insista-t-il. Il s'agissait d'une connaissance diabolique. Qui pouvait dire quel savoir démoniaque était renfermé dans ces pages, ou quel mot se déchaînerait contre l'ignorant qui chercherait à en pénétrer le mystère?
Il n'était pas bon d'en savoir trop. Des hommes étaient morts pour avoir pratiqué la sorcellerie contenue dans ces lignes. Il me supplia d'abandonner mes recherches, de ne pas ouvrir ce livre, de chercher l'inspiration dans un domaine plus sain. J'étais fou. Je m'empressais de rejeter ses objections par des paroles aussi creuses que vaines. Je n'avais pas peur. Jetons au moins un rapide coup d'œil sur le contenu de notre trésor. Je me mis à tourner les pages. Quel résultat décevant! L'apparence qu'offrait ce volume n'avait après tout rien d'extraordinaire. Des pages jaunies qui s'émiettaient, couvertes d'un texte latin aux caractères gras et noirs. C'était tout. Pas d'illustration, pas de croquis troublants. Mon ami ne put résister plus longtemps à l'attrait de ce festin rarissime pour un bibliophile. Après quelques secondes seulement, il regardait intensément par-dessus mon épaule, lisant à l'occasion des bribes de phrases latines. Puis, il fut submergé par l'enthousiasme. Il prit des deux mains le précieux ouvrage et alla s'asseoir à côté de la fenêtre où il se mit à lire des paragraphes au hasard, les traduisant parfois en anglais. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage. Son profil se faisait plus décharné encore lorsqu'il se penchait sur les runes à demi effacées. Les phrases grondaient en une litanie effrayante, puis s'affaiblissaient jusqu'à n'être plus qu'un murmure, tandis que sa voix devenait aussi fine que le sifflement de la vipère. Je ne saisissais alors que quelques phrases, car dans son introspection, il semblait m'avoir oublié. Les lignes parlaient de maléfices et d'ensorcellement. Je me souviens encore d'allusions à des dieux de divination tels que le père Yig, le sombre âne, et Biatis, le serpent barbu. Je frissonnais. Je connaissais ces noms d'autrefois, mais j'aurais frissonné davantage si j'avais su ce qui allait se produire. Cela arriva très vite. Soudain, il se tourna vers moi, en proie à une profonde agitation. Sa voix n'était plus qu'un cri aigu. Il me demanda si je connaissais les légendes de la sorcellerie de Prynne, ainsi que les contes des serviteurs invisibles venus des étoiles auxquelles il commandait. J'acquiesçai, ne comprenant pas la cause de cette soudaine frénésie. Il m'en expliqua la raison. Ici, dans un chapitre sur les démons familiers, il avait trouvé une prière ou une incantation, peut-être celle-là même que prononçait Prynne pour appeler ses serviteurs invisibles au-delà des étoiles. Il me pria d'écouter pendant qu'il la lisait. J'étais assis, hébété, comme un pauvre idiot qui ne comprenait rien à rien. Pourquoi n'ai-je pas crié, tenté de m'échapper ou arracher ce monstrueux manuscrit de ses mains? Au lieu de cela,
Je restais assis pendant que mon ami, la voix cassée par une excitation surnaturelle, lut en latin une longue incantation au timbre sinistre. Tibi, magnum, innominandum, signa stellarum nigrarum, et buffaniformis adoquae sigitum. Le rituel meurtrier se poursuivit pour s'élever sur les ailes d'une horreur nocturne, hideuse. Les mots semblaient se tordre comme des flammes dans l'air, me brûlant le cerveau. Les accents fulminants de la voix propageaient un écho grondant dans l'infini, au-delà de l'étoile la plus lointaine. Ils semblaient franchir des barrières originelles et sans dimension pour y chercher un auditeur et le sommet de gagner la terre. Était-ce pure illusion ? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Il me sembla soudain que ces sommations inconscientes reçurent une réponse. La voix de mon compagnon venait à peine de s'éteindre dans la petite pièce que la terreur se manifesta. L'atmosphère devint glaciale. Un vent soudain s'engouffra par la fenêtre ouverte. Un vent qui n'avait rien de terrestre. Il apportait un chevrotement diabolique venu d'ailleurs. À ce son, le visage de mon ami se transforma en un masque blême, rendu livide par la peur nouvellement ressentie. On entendit ensuite des craquements le long des murs extérieurs. Et le rebord de la fenêtre fléchit sous mes yeux ébahis. Venu du rien par cette ouverture, éclata soudain lubrique, un ricanement hystérique, provoqué par une folie extrême. Bien que démuni de bouche, il s'éleva à la quintessence narquoise de toute horreur. Le reste de la scène se déroula à une vitesse effarante. Tout d'abord, mon ami se mit à crier, debout près de la fenêtre, à crier et à battre sauvagement l'air vide de ses bras. À la lueur de la lampe, je vis ses traits se tordre en une grimace de folle agonie. Ensuite, son corps se souleva du sol et s'arqua progressivement vers l'extérieur jusqu'à lui rompre les vertèbres. Une seconde après, j'entendis l'atroce craquement des os broyés. Son corps resta suspendu à mi-hauteur, les yeux vitreux et les mains étreignant convulsivement quelque chose d'invisible. Le rire bête et démentiel retentit une fois encore. Mais il provenait, cette fois, de l'intérieur de la pièce. Mon ami émettait des cris stridents qui se mêlaient au rire allègre et atroce émis dans l'air vide. Son corps affaissé, pendant dans l'espace, se cambra une fois encore vers l'arrière. Le sang jaillit de son cou déchiré, giclant comme une fontaine couleur rubis.
ce sang ne toucha jamais le sol. Il fut arrêté à mi-hauteur. Le rire se tut, remplacé aussitôt par un terrifiant bruit de succion. Rempli d'une horreur croissante, je réalisais que l'entité invisible venue d'ailleurs se nourrissait de ce sang. Quelle créature de l'espace avait été si soudainement et involontairement invoquée? Quelle était cette monstruosité vampirique que je ne pouvais voir? Une métamorphose hideuse se déroula alors sous mes yeux. Le corps de mon compagnon se ratatina, se dessécha. Mort, il retomba sur le sol pour y rester désespérément inerte. Mais un autre changement, plus répugnant encore, s'était produit dans l'air. Une lueur rougeâtre remplissait l'encoignure de la fenêtre. Une lueur sanguine. Les contours vagues d'une présence s'affirmèrent lentement. La silhouette de ce visiteur invisible, nourri du sang de mon ami. Elle était rouge et ruisselante, un immense tas de gelée secoué de pulsations et de frémissements. Une tache écarlate aux 1000 membres tentaculaires qui ondoyaient dans tous les sens. L'extrémité de chaque appendice était munie de suçoirs qui se fermaient et s'ouvraient, mus par une convoitise vampirique. La chose était boursouflée et obscène. Une masse privée de tête, de visage et d'yeux, dotée seulement de la gueule vorace et des griffes d'un monstre né des étoiles. Le sang humain dont il s'était gorgé révélait les formes jusqu'alors invisibles du fêtard. Ce n'était guère un spectacle soutenable pour des yeux humains. Heureusement pour ma raison, la créature ne s'attarda pas. Enjambant cette chose morte et flasque qu'était le cadavre gisant sur le sol, elle atteignit la fenêtre entr'ouverte. Là, elle disparut, et j'entendis s'éloigner le rire moqueur, emporté sur les ailes du vent vers les abysses d'où elle était venue. Ce fut tout. Je demeurai seul dans la pièce, le corps inerte et sans vie à mes pieds. Le livre avait disparu, mais il subsistait des marques de sang sur le mur, des traînées de sang sur le sol, et le visage de mon ami avait revêtu le masque ensanglanté de la mort, le regard fixé sur les étoiles.
Je restai longtemps, assis seul, dans le silence. Puis, je mis le feu à la pièce et à tout ce qu'elle contenait. Je m'en allai ensuite en riant, rassuré à l'idée que le brasier détruirait toute trace du carnage. J'étais arrivé dans l'après-midi seulement et personne ne le savait. Personne non plus ne me vit partir, car je quittais les lieux avant que l'incendie ne fût découvert. Des heures durant, j'errais ivre et écœuré parmi les rues sinueuses, bouleversé par le souvenir de ce rire imbécile à chaque fois que je levais les yeux vers les étoiles scintillantes qui me lorgnaient furtivement à travers des guirlandes de brouillard diffus. Après plusieurs heures, je retrouvais enfin assez de maîtrise de moi pour prendre le train. J'ai conservé mon calme pendant l'interminable voyage qui me ramenait chez moi et tout le long de la rédaction de cette missive. J'ai même gardé mon calme lorsque j'appris, par le journal local, qu'un curieux incendie avait accidentellement ravagé la demeure de mon ami, provoquant ainsi sa mort. C'est la nuit, surtout, lorsque brillent les étoiles, que des rêves m'assaillent sans cesse et me poussent dans un gigantesque dédale de terre forcenée. Je suis alors obligé de prendre des somnifères pour tenter en vain de bannir de mon sommeil ces souvenirs qui me guettent. Mais en fait, je ne m'en soucie pas outre mesure. Car je ne suis plus ici pour longtemps. J'ai le curieux sentiment que je reverrai encore ce visiteur venu des étoiles. Je pense qu'il reviendra bientôt, sans avoir été convié cette fois. Je sais que, lors de son retour, il me cherchera et m'emportera dans les ténèbres, là où se trouve mon ami. J'en viens même parfois à désirer l'avènement de ce jour, car alors j'apprendrai une fois pour toutes les mystères du ver. Et voilà qui conclut cette horrifique histoire. Et voilà comment on va mourir. Un homme encore trop curieux. Voilou, j'espère que ça vous a plu, braves gens.